L'idée du Frexit, je dois d'ailleurs dire que je n'aime pas tellement le mot Frexit, pas simplement parce qu'il est capté par des gens comme Asselineau et l'autre, là, Philippot, là, l'ancien du RN, des Patriotes, mais surtout parce qu'il est associé en fait au Brexit, qui n'est pas une idée, mais qui est une réalité, qui est advenue et qui est advenue sous hégémonie écrasante, réactionnaire. Alors que ça aurait pu être autre chose, hein, mais cette autre chose n'a jamais pu émerger, et Corbyn a trébuché là-dessus. J'ai fait un entretien avec le bras droit de Corbyn, qui s'appelle Andrew Murray, c'est dans Contretemps. Vous pouvez lire ce qu'il pense de cette question. Non, moi ce que je voulais dire, parce que j'ai été porteur, par contre, avec d'autres camarades évidemment de l'aile gauche de Syriza à l'époque, d'une proposition de Grexit, qui était à l'ordre du jour, hein, enfin qui aurait pu être à l'ordre du jour, si Tsipras n'avait pas capitulé. Alors, toute la question est là. Brexit, tu veux dire ? Ah, bien sûr, avant le Brexit. Le référendum sur le Brexit, c'est 2016, et la question pour la Grèce s'est posée entre 2012 et 2015, on va dire, hein, et en particulier quand Syriza, les 6 premiers mois où Syriza était au pouvoir. Donc, ce qu'il faut dire à propos du Frexit, c'est 2 choses, à mon avis. Premièrement, qu'aucun programme de gauche, pas simplement le programme de la France insoumise, je dirais même, pour être provocateur, le programme du Parti socialiste ou le futur programme du Parti socialiste, rien de tout ça n'est réalisable sans, si on veut vraiment les réaliser, sans entrer directement en confrontation avec l'Union européenne et ses institutions, à commencer par la Banque centrale européenne. Parce que le vrai pouvoir, il est là. Hein. Le reste, c'est du blabla. Hein, je veux dire, on peut dire les amendes, tout ça, elles ne vont pas être payées. Par contre, Francfort, la Banque centrale européenne, et on l'a vu dans le cas de la Grèce, et avant on avait menacé l'Irlande et Chypre de la même façon, ça c'est un pouvoir réel. On peut vous bousiller votre système bancaire en l'espace de quelques jours. Hein. Bon. Donc si on n'est pas prêt à faire face à cette éventualité et à comprendre que la BCE, c'est pas une institution technique, hein, elle n'est pas là pour donner de la monnaie, pour alimenter l'économie, c'est un pouvoir politique, c'est même un pouvoir souverain. Et comme la rupture ne va pas se faire simultanément dans toute l'Europe pour pouvoir changer les institutions européennes, mais elle va surgir quelque part, supposons en France, parce qu'il n'y a qu'en France en réalité où il y a une gauche de rupture qui peut, sans craindre le ridicule, dire qu'on est une alternative de pouvoir et lutter pour ça, eh bien, il faudra se confronter avec ces gens-là. Et donc être prêt à la rupture. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour préparer un bloc populaire à cette éventualité, eh bien, ça doit se faire avec l'idée qui est une idée qui circule, qui est une idée que notamment le mouvement des Gilets jaunes n'est pas que à porter. C'est-à-dire l'idée d'une souveraineté populaire, qui à l'heure actuelle est usurpée évidemment par un système politique qui a abouti à une concentration de pouvoir, à une dépossession démocratique redoublée par les institutions européennes. Et ça, c'est quelque chose que les classes populaires comprennent bien. Et je vais me référer ici à un auteur qu'on ne saurait absolument pas suspecter de nationalisme et qui a d'ailleurs un projet de réforme des institutions européennes, c'est Thomas Piketty. Thomas Piketty a écrit de façon extrêmement claire que la raison pour laquelle, dans toute l'Europe, les classes populaires sont majoritairement hostiles à l'Union européenne, c'est à cause du contenu antipopulaire et antidémocratique des institutions européennes. Alors lui, il propose sa solution avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais il réfute catégoriquement l'idée selon laquelle c'est parce que les classes populaires sont intrinsèquement xénophobes, racistes, etc., même s'ils peuvent le devenir et même si ces idées font leur nid effectivement dans les classes populaires, mais ce n'est pas ça qui les pousse en hostilité. C'est pour ça que quand Ouria parle il y a des affects certes ambivalents parmi les classes populaires blanches non racisées, mais avec lesquelles il faut communiquer, qu'il faut transformer, avec lesquelles il faut parler justement pour les amener de notre côté. C'est pour ça, c'est parce qu'elle s'appuie sur une idée juste, confuse, mais avec un instinct juste. Ces gens-là comprennent bien que ces institutions, ces politiques, c'est des adversaires, c'est des ennemis justement. Et c'est véritablement le fait que l'extrême droite capitalise là-dessus n'est que le reflet de l'incapacité de la gauche justement à porter ça. Quand elle a su le faire, elle a su gagner l'hégémonie. C'était le moment 2005 justement, le moment 2005 où tout l'establishment politique n'arrêtait pas de dire « Oui, les anti-européistes, vous faites cause commune avec l'extrême droite, etc. » Mais là, la gauche, Mélenchon, le PC, la LCR à l'époque, etc. en tête, n'a pas hésité à faire une campagne très dynamique pour le non et justement à hégémoniser le non.
Le nom a porté la marque du nom de gauche, pas la marque du Jean-Marie Le Pen de l'époque. Et c'est ça qui a été trahi. C'est la trahison de 2005 que les classes populaires n'ont jamais pardonné à l'establishment politique. Et c'est à très juste titre que Mélenchon, juste après les élections de 2022, a dit le point de départ du mouvement qui conduit à la France insoumise, au Front de gauche, à la France insoumise, etc., c'est 2005. C'est le moment 2005. C'est au moment 2005 qu'on doit revenir justement et la proposition, disons, d'une rupture avec l'Union européenne et même d'une sortie avec l'Union européenne doit nous permettre de renouer en le radicalisant, le renouvelant avec un contenu évidemment démocratique, populaire, anticapitaliste, avec ce moment de 2005 qui est un moment fondateur aussi pour notre courant politique de la gauche radicale, antiraciste. Et pourquoi ce moment est très important ? C'est aussi parce que c'est la gauche qui a fait la campagne. C'est la gauche qui a fait la campagne, sauf que la majorité, elle l'a obtenue avec le peuple de gauche et le peuple d'extrême droite. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est une victoire. En fait, la gauche a été capable d'hégémoniser en faisant une alliance concrète, parce qu'elle ne pouvait pas avoir la majorité si elle n'avait pas une partie de la base de l'extrême droite. Et donc, et de la droite, mais entre autres de l'extrême droite. Je veux dire, là, c'est pour toucher le réel des dynamiques sociales. C'est-à-dire qu'en fait, faire campagne et aller jusqu'à là où il ne faut pas capituler. Si là, la gauche a été capable de capter cet électorat d'extrême droite, le reste, on va dire, c'est plus facile. Mais celui-ci, qui lui a permis d'hégémoniser et d'avoir la majorité, ça veut dire que ce peuple-là, cette partie de l'électorat, il est transformable. Sauf qu'à partir du moment où cette campagne s'est arrêtée, eh bien, c'est aussi à ce moment-là que l'extrême droite a repris du poil de la bête. Donc, elle a récupéré ces gens-là qui auraient pu, disons, rester de manière plus pérenne dans le giron de la gauche. Donc, c'est ça qu'il faut pouvoir réfléchir de manière un peu dynamique. C'est ça qu'il faut. C'est là où il ne faut pas capituler, c'est là où il faut croire aux dynamiques sociales. Je voudrais dire quelque chose d'une façon assez solennelle ici. Dans le contexte actuel, malheur à la gauche si elle laisse à l'extrême droite le monopole d'apparaître comme le parti de la paix. Malheur à la gauche si elle apparaît comme le parti de la guerre, de la militarisation, de l'Europe militarisée, alors qu'elle laisserait à des Trumpistes français ou internationaux d'apparaître comme le parti de la paix. Elle ne méritera pas autre chose, justement, que le déshonneur, le ridicule et la marginalité. Il est absolument indispensable aujourd'hui, et je crois que les premières prises de position de la France insoumise, stop ou va-t-en guerre, sont tout à fait positives. Je crois qu'il faut aller plus loin, et je crois que Mélenchon le fait. Je veux dire, quand il remet sur le tapis la proposition de rupture avec l'OTAN, il faut aussi lui rappeler une chose, c'est que on ne s'oppose pas à l'OTAN simplement parce qu'on est contre la dépendance et la subalternité de l'Europe par rapport aux Américains, et on la pense aussi parce qu'on s'oppose, par exemple, aux impérialismes français et britanniques, et on n'a aucune raison valable, me semble-t-il. Je ne suis pas très fan de la technique, mais enfin, c'est pour des raisons politiques que je ne pense pas que le Rafale a une quelconque supériorité ou qu'il est à préférer au F-35. Personnellement, je m'en fous. Je pense que les budgets de l'État doivent aller vers les besoins sociaux et pas vers les dépenses militaires, que celles-ci soient des F-35 ou des Rafales ou autre chose, et que l'addiction de l'économie française au complexe militaro-industriel français, qui est parmi les plus élevés dans le monde, c'est parmi les pays où l'industrie militaire de défense est parmi les plus, est un véritable cancer. Est un cancer qui lie véritablement les intérêts de ce complexe militaro-industriel avec des guerres, avec des interventions impérialistes à l'étranger, avec une structure profondément déformée en réalité de l'appareil économique, où le seul secteur productif qui reste, c'est quasiment celui-là. Et l'aéronautique, parce que c'est très lié avec le secteur de la défense. Donc il n'y aura pas de transformation des structures économiques dans le pays dans un sens favorable aux intérêts populaires si on ne rompt pas aussi avec le complexe militaro-industriel français, Dassault en tête, et avec tout ce que ça représente, et en même temps, bien sûr, en luttant pour la rupture avec l'OTAN et la rupture de tous les pays européens, d'ailleurs, avec l'OTAN. Ça me permettra la question de conclusion, parce que ça va dans ce sens-là. Aussi, la critique qui vous est adressée sur tout le discours autour de la nation et tout, c'est de dire c'est encore plus dangereux dans les temps présents d'aller dans ce sens-là, parce que ça ne peut qu'alimenter le discours patriotique va-t-en guerre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? On n'a pas besoin de l'État-nation pour devenir des va-t-en-guerre. À l'échelle de l'Europe, on l'est très bien.
Je veux dire, c'est pas... moi, alors, c'est vraiment quelque chose qui me fascine, cette peur du retour au cadre national, dont je pense que c'est un cadre tout à fait problématique et qui, effectivement, renferme des potentialités nationalistes très fortes. Donc on n'a aucun souci ici autour de la table à le reconnaître. C'est sa version dominante aujourd'hui, donc on le sait. Mais simplement, quand on voit qu'à l'échelle de l'Europe, le fascisme galope à l'échelle de l'Europe. C'est pas, je veux dire, ils se sont jamais aussi épanouis qu'à l'échelle de l'Europe. Là, soit ils sont au pouvoir, soit ils arrivent au pouvoir, soit ils le sont sous des formes, sous des formes comme aujourd'hui la Macronie, c'est déjà de la fascisation. Donc Retailleau, bon, je veux dire, pourquoi le cadre national serait pire que le cadre européen ? Nous, notre conviction, c'est que si... Moi, c'est ma conviction, mais je veux dire, c'est presque un truc mathématique. À partir du moment où toutes les bourgeoisies se sont mises ensemble pour créer l'Europe, c'est qu'elles ont estimé que c'est comme ça qu'elles étaient plus fortes. Et c'est comme ça qu'elles allaient maintenir leur pouvoir. Si on les prive de cette alliance de toutes les bourgeoisies à l'échelle européenne, donc si on les prive de leur outil qu'est l'Europe, on les dépossède. Donc elles s'affaiblissent au niveau national. C'est tout. Et donc, c'est pour ça qu'elles tiennent à l'Europe et c'est pour ça que quiconque viendra se mobiliser et proposera de manière... hégémonisera en tout cas cette idée de Frexit décolonial, on l'appelle comme on veut, peu importe, on a compris l'idée, eh bien, sera ciblé par cette coalition européenne. Parce qu'en fait, c'est un projet dangereux contre eux. Moi, je vois pas. C'est-à-dire que nous sommes tous concernés et effrayés par le fascisme. C'est simplement, je vois pas pourquoi je serais moi plus effrayé par celui qui serait national que celui qui est international. Donc, quand on sait les dégâts qu'il fait déjà. Mais aujourd'hui, on est complètement à front renversé à cet égard. C'est-à-dire que c'est pas du tout le cadre national qui risque d'amener la guerre. C'est le cadre européen. Et d'ailleurs, comment voulez-vous aujourd'hui, dans une logique nationale française, convaincre les gens d'aller faire la guerre à Poutine? Je veux dire, il faut inventer un mensonge qui est gros comme une maison et que Macron, si pervers soit-il, n'arrive pas vraiment à faire passer, à savoir que les Russes veulent envahir l'Île-de-France, veulent retourner sur les Champs-Élysées comme en 1815. Je veux dire, ça va être très difficile, c'est impossible à faire passer auprès de la population l'idée que l'intérêt national peut nous porter à nous réarmer et à nous préparer à la guerre comme on nous demande de faire. C'est précisément, justement, le cadre européen. C'est construire une opposition qui nous engagerait, nous, autour de ces questions des régions russophones de l'Ukraine, plus ou moins russophones, et autour de cet emballement qui a été volontairement préparé par l'OTAN, enfin qui est l'œuvre commune de l'OTAN et de la Russie poutinienne, pour en arriver à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de logique nationale française là-dedans. Il n'en reste pas moins qu'il va faire appel à des sentiments patriotiques. En tout cas, c'est... Mais comment est-ce qu'il va les nourrir? Non, mais je veux dire, c'est comme ça qu'il va faire. Oui, mais ça va pas être facile. Mais pour le coup, il n'y a aucune base, aucun semblant de base rationnelle. Enfin, en 1914, on a vendu l'Union sacrée en disant il faut se battre contre l'Allemagne parce qu'il y avait le précédent de la guerre franco-prussienne, parce que l'Alsace et la Lorraine qui ont servi à alimenter précisément le sentiment anti-allemand et le sentiment chauviniste. Et sans ça, il n'y aurait pas eu d'Union sacrée. Bon, là... au juste, c'est quoi, quelle que soit la manière dont on les définit, c'est quoi exactement les intérêts nationaux de la France qui sont menacés? C'est où la menace? En quoi est-elle exactement une menace d'ailleurs pour la France? Bon, on est complètement incapable de fournir même un semblant, un semblant de réponse. Je crois qu'on est dans une situation de crise politique à l'échelle européenne. Hein. Ce n'est pas par hasard si cette fuite en avant vers la militarisation et vers la logique de guerre intervient au moment où l'Allemagne, la France, la Belgique sont dans un état de crise politique chronique désormais, latente, dans un état de récession économique où les politiques néolibérales n'ont absolument plus rien à offrir de positif, eh bien on revient au grand classique. Oui. Rien de mieux qu'une guerre pour à la fois souder des populations qui sont de plus en plus mécontentes, de moins en moins enclines en quelque sorte à se soumettre aux dominants, rétablir l'hégémonie de la nouvelle alliance entre l'extrême centre néolibéral et l'extrême droite qui est déjà au pouvoir de toute façon ou sur le point de l'être dans un grand nombre de pays européens. Ça permet de suspendre les libertés aussi. Ça permet de suspendre les libertés. Ça permet, contrairement à ce qu'on dit, de se conformer au diktat de Trump qui est 5% de votre PIB. Oui. Ça a été dit, je crois, lors de la discussion de l'émission qui nous a précédé. En réalité, ce qui nous est vendu comme une soi-disant indépendance européenne n'est pas autre chose qu'une conformité
conformité en fait au nouveau diktat des États-Unis. Donc tout ça ne tient absolument pas debout. De notre côté, notre réponse, c'est une nouvelle France qui refuse la logique de la guerre. Aussi parce qu'elle refuse, je veux dire, il y a une profonde cohérence justement dans ce projet de nouvelle France qui refuse les logiques de guerre, parce qu'elle refuse les logiques impérialistes, parce qu'elle refuse d'être solidaire des crimes de l'État sioniste à l'heure actuelle en Palestine, parce qu'elle refuse d'être complice de l'exploitation et de la domination des pays du Sud. Il y a une profonde cohérence justement dans ce projet, parce qu'elle veut mettre un terme justement à la guerre contre les musulmans et contre les minorités racisées de ce pays. Il y a quelque chose de profond, de profondément cohérent qui permet de relier tout ça. Et puis, si on cherche des symboles, enfin, il y en a un. Moi, je ne sais pas ce qu'il aurait fait s'il avait vécu pendant la Première Guerre mondiale. Ce que je sais, en tout cas, c'est que Jaurès a été assassiné par les va-t-en-guerre, précisément au moment où les... Bon, c'est pas mal, hein, comme de se réclamer. De ce Jaurès-là, en tout cas, moi, je crois que c'est important. Et c'est lui qui a dit beaucoup d'internationalisme. Un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup d'internationalisme y ramène.